on est en train de construire un modèle alternatif au Venezuela. Alternatif à quoi? Alternatif au système capitaliste dans lequel nous vivons tous actuellement, avec énormément de progrès qui ont eu lieu, avec beaucoup d'obstacles et encore avec des défis qu'on va devoir affronter dans les années à venir et qu'on affronte actuellement dans cette lutte pour mener à terme notre projet du socialisme du XXIe siècle. Bon, comme vous devez le savoir, notre président Hugo Chavez est décédé en mars dernier. C'était une grande perte non seulement pour le Venezuela, mais aussi pour l'Amérique latine et tous les mouvements progressistes de la région et du monde entier. Je vais essayer de revenir sans trop m'attarder sur quelques éléments pour retracer un peu ces 14 ans du chavisme, et donc actuellement mené par la politique de Nicolás Maduro, notre actuel président. Mais bon, il faut garder en tête que voilà, cet événement aussi douloureux qu'a été la perte d'Hugo Chavez a permis aussi en quelque sorte de remettre sur le tapis un débat sur, ou si vous voulez un bilan, sur les avancées de la révolution bolivarienne, mais un peu ce que je vous disais tout à l'heure, aussi les défis ou les obstacles auxquels on a pu faire face. Puisque je vais aussi beaucoup vous parler de l'actualité, je tenais aussi à vous faire un point de comparaison avec un pays qui se trouve également en Amérique latine et qui a vécu une situation similaire à celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ça tombe bien, cette année on a fêté, malheureusement on n'a pas fêté, on se rappelle de 40 ans du coup d'État qui a eu au Chili, qui a été fait contre le président Salvador Allende. Et à cette époque déjà, à l'époque de l'unité populaire, on voyait tous les attaques économiques qui étaient menées envers ce gouvernement, envers ce projet aussi alternatif, parce qu'à l'époque, l'Amérique latine n'était pas très progressiste, il y avait un peu de dictature partout, sauf pour le Venezuela. Et donc, je vais aussi vous montrer à quel point elles sont étrangement semblables les conditions, ou en tout cas, toutes ces attaques économiques qui a vécu le Chili d'Allende et qui vit actuellement le Venezuela bolivarien. Par exemple, au Chili, on avait une situation de... voilà, on ne trouvait pas les produits de première nécessité, de l'alimentation, il y avait de l'accaparement, on dit ça en français, accaparement, des pénuries provoquées, avec un but, c'est-à-dire faire... générer le chaos économique du pays, essayer de capter au niveau politique un mécontentement, puisqu'on pointait comme responsable des dégâts économiques le gouvernement. Donc capter ce mécontentement et par la suite le capitaliser, donc à des fins politiques, mais également pour justifier la future intervention militaire qui a eu lieu et dont on a su plus tard que les États-Unis avaient participé entièrement. C'est étonnant que 40 ans après, on retrouve exactement la même situation au Venezuela. Exactement. C'est-à-dire que dimanche, nous allons avoir des élections municipales. Et on est dans un contexte de guerre économique, dont je vous parlerai un peu tout à l'heure, où nous assistons à des pénuries provoquées d'aliments. On a entendu parler beaucoup dans les médias français qui apparemment s'en faisaient beaucoup sur notre santé et notre hygiène vénézuélienne en parlant de pénurie de papier toilette. Apparemment, avant il y avait des pénuries, mais les médias français ne s'intéressaient pas beaucoup à ça. Avant, je parle d'il y a 20 ans. Et donc, je reviendrai sur ces semblances, ces traits semblables donc, avec la situation chilienne. Mais avant ça, je voudrais très rapidement revenir sur Chavez, la politique de Chavez. Dans quel contexte Chavez est arrivé au pouvoir? Parce que dans la révolution bolivarienne aujourd'hui, on récupère notre histoire, on s'approprie notre histoire et elle est très importante pour construire l'avenir. Donc c'est pour ça que revenir sur quelques moments historiques, ça me semble pertinent pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Donc le président Chavez, il arrive au pouvoir en 1998.
en 98, le Venezuela est à peu près comme la Grèce se trouve aujourd'hui dans une situation de chaos social, économique et politique, puisque les gouvernements par le passé avaient contracté une dette auprès des organismes financiers internationaux, dont le FMI et la Banque mondiale, et qu'on avait accepté donc, de mettre en place donc, les mesures d'austérité qui sont aujourd'hui mises en place également en Grèce et dont bon, voilà, beaucoup de pays du sud de l'Europe vivent actuellement. En plus de ça, on avait une trajectoire de démocratie représentative de 40 ans où deux partis s'alternaient au pouvoir. Un mandat c'était un parti social-démocrate et à l'autre la démocratie chrétienne. Donc ils s'alternaient au pouvoir et arrivé un moment, au vu de la mise en place de ces politiques d'austérité néolibérale, il y a une explosion sociale qui est connue comme le Caracazo. C'était en 1989, c'était une grande révolte sociale où il y a eu des saccages un peu partout, dont Caracas, qui est la capitale du Venezuela, mais aussi dans les villes environnantes de la banlieue. Et ces mécontentements a aussi voulu montrer qu'il y a eu une rupture avec un modèle démocratique bipartiste, et donc un échec de la représentativité. Le peuple vénézuélien ne voulait plus faire confiance à ce chemin bipartiste, et où effectivement la démocratie était pas vraiment exercée par le peuple, si ce n'est que lors des élections. Chavez fait un coup d'État en 92, Chavez qui était un militaire de gauche. Faut savoir qu'au Venezuela, en fait, on a nos forces armées, à différence de beaucoup de pays en Amérique latine, ne sont pas des forces armées élitistes. C'est-à-dire que la méthode d'accès aux armées, à partir des années, à peu près quand Chavez est rentré aux forces armées, a eu une ouverture aux gens du peuple, concrètement. Donc, il fait ce coup d'État, puisque une fois qu'il était jeune officier, il a dû, sous les ordres du gouvernement, aller donc massacrer la population qui s'était révoltée en 1989. Face à cette impuissance de vouloir écraser cette révolte sociale, Chavez fait ce coup d'État en 92. Et là, ça marque la fin de cette ère bipartiste au Venezuela, puisque dans une allocution à la télé, il a dit deux choses qui ont été capitales pour qu'il soit élu par la suite. Il a d'une part dit « Nous n'avons pas atteint les objectifs pour l'instant que nous étions posés, et puis je prends entièrement responsabilité des actes qui ont eu lieu. » Pourquoi ce sont importantes ces deux choses? D'une part, parce qu'au Venezuela, personne n'était responsable de rien. Le gouvernement n'admettait jamais sa responsabilité par rapport à l'échec de politique économique et toute la catastrophe sociale, la grande dette sociale qu'avait cumulé le Venezuela. Et puis, parce que pour l'instant, ouvrait une porte à cette possibilité de construire quelque chose à l'avenir. Donc je ne vais pas vous faire un truc détaillé parce que le but c'est aussi de parler d'aujourd'hui, mais donc il arrive en 98 et il se retrouve avec un pays, et je reprends cette phrase, la dette sociale, face à une dette sociale qu'aucun gouvernement a réussi à solder, et se retrouve avec un pays qui est extrêmement riche, puisque nous sommes un pays qui aujourd'hui détient les plus grandes réserves de pétrole au monde, et qui compte avec des taux de pauvreté et d'extrême pauvreté, d'analphabétisme, et d'exclusion énorme dans un continent qui, comme je ne sais pas si vous le savez, mais bon, qui est le plus inégalitaire au monde, le continent latino-américain. Et donc dans ce contexte, il était question très rapidement en fait, de refaire un nouvel pacte social, c'est-à-dire refaire une constitution, proposer une nouvelle république, et pour cela, Chavez a fait appel à une assemblée constituante. Dans cette assemblée constituante, pendant 2 ans, il y a eu des débats avec les citoyens pour la construction de ce qui allait être le livre qui allait régir le nouvel cadre juridique légal du Venezuela. Et donc en 1999, Chavez est réélu président et on rentre dans la 5e République. À partir de ce moment-là, il y a une volonté donc de créer un système inclusif. Il faut savoir que dans cette constitution, on a introduit des termes qui avaient été des revendications, des mobilisations sociales, des mouvements sociaux
pendant des années, qui était la démocratie participative. C'est quoi ce machin? On passe d'une démocratie représentative où on vote pour quelqu'un, à qui on délègue notre souveraineté et qui doit accomplir les choses pour un mandat. Donc cette nouvelle constitution, on appelle les citoyens à s'intégrer dans la construction des politiques publiques, à s'intégrer au quotidien, à faire la politique. Donc ça a été très important pour toute la suite de notre révolution bolivarienne, c'est-à-dire ce cadre légal pour déterminer finalement que nous sommes un État avec une démocratie participative et protagonique, un État de droit, donc qui respecte les règles du jeu démocratique. Mais il restait toujours ce problème d'exclusion, d'inégalité, de pauvreté. Et je ne sais pas si vous avez suivi un peu les médias en France. Et quand je parle de médias, je parle des médias dominants en France, la grande presse française. Lorsque Chavez est mort, tous, Le Monde, Le Figaro, L'Express, bon, quelques exceptions près, ont publié des articles où ils disaient Chavez, bon, il était ce qu'il était, mais on ne peut pas nier que la lutte contre la pauvreté qu'il a menée depuis le début de son gouvernement a été une véritable réussite. Donc ça a été le fer de lance du gouvernement bolivarien, lutter contre l'extrême pauvreté, lutter contre l'exclusion et contre les inégalités. Et comment on allait faire tout ça? Et ben, ça s'est mis en place petit à petit, notamment à partir de 2004, suite à la création de 2003-2004 des missions sociales, que vous devez peut-être connaître. Le principe est très simple. L'argent issu de la rente pétrolière, qu'une fois a été destiné aux poches de l'oligarchie pétrolière vénézuélienne, donc une petite élite qui s'était constituée autour de la rente pétrolière, aujourd'hui est rentrée dans une dynamique de redistribution. Donc, Hugo Chavez a décidé de redistribuer les richesses et donc de pouvoir utiliser cette rente pétrolière pour pallier à tous les manques sociaux qu'il y avait au Venezuela lorsqu'il est accédé au pouvoir. Donc, il y a eu énormément d'émissions qui ont touché des domaines très particuliers, très précis. On est dans une fac, donc il y a eu l'émission pour l'éducation. Le but principal était d'abord d'alphabétiser le peuple vénézuélien. On vient de créer une constitution, on veut que le peuple participe. Il faudrait quand même peut-être qu'il puisse lire la constitution déjà, ce serait la base. Donc, avec un taux d'analphabétisme énorme, le Venezuela entame une première grande démarche qui est la démarche d'alphabétisation. Donc pour adultes, troisième âge, jeunes, etc. Et en 2005, l'UNESCO déclare le Venezuela un territoire libre d'analphabétisme, ce qui est quand même assez important, n'est pas donné pour tout le monde, et que si vous voyez en fait la période historique ou le temps, c'est-à-dire 98-2005, c'est pas 2000 ans qui se sont passés entre-temps, donc c'est quand même des avancées qui ont été remarquables dans le temps dans lequel ça s'est passé, quoi. Ensuite, il y a eu des évolutions dans ces missions. Après l'alphabétisation, il faut pouvoir insérer cette population dans un modèle éducatif, d'école primaire, puis secondaire, et puis universitaire. Mais comment on fait alors que l'éducation universitaire au Venezuela est aussi très élitiste et qu'on a des carences au niveau des infrastructures? Et ben, on met en place des modèles d'éducation gratuite, bon, déjà, et populaire. Donc on crée les universités bolivariennes où l'accès est gratuit et non pas comme il était fait auparavant. Juste pour vous donner un exemple, quand j'étais étudiante au Venezuela à la fac, une fois que j'avais eu mon bac, ça ne me donnait pas automatiquement un accès à l'université. Je devais d'abord passer ce qu'on appelait au Venezuela à l'époque l'épreuve d'aptitude académique, qui pourrait être l'équivalent du bac français que vous passez, qui est chiant, langue, etc. Donc c'est une épreuve condensée sur plusieurs domaines. Puis ensuite, vous obtenez un coefficient, un pourcentage en fonction de vos compétences vis-à-vis de cette épreuve. Ensuite, vous faisiez une demande auprès de l'université à laquelle vous vouliez vous voulez étudier sur une carrière. Par exemple, moi, je voulais être journaliste. Donc, communication sociale s'appelle au Venezuela le corps d'études. Et donc, chaque université allait avoir à elle-même un pourcentage
Donc elle déterminait, pour être journaliste, pour étudier le journalisme dans notre université, vous avez besoin d'avoir 20% à cette épreuve. C'est-à-dire que si vous aviez eu 16, 17, 14%, c'était pas possible. Donc il fallait payer à l'université pour pouvoir retenter la chance en faisant une épreuve interne à l'université pour savoir si vous pouviez accéder. Donc si vous voulez, vous êtes un jeune qui habite dans une favela, qui n'a pas beaucoup d'argent, on vous ferme, on vous verrouille 3 portes avant vous pour accéder à la fac, vous laissez tomber et vous n'y allez pas. Tout simplement parce que vous devez travailler pour aider la famille, etc., etc. Donc, on a laissé tomber ce modèle élitiste d'accès à l'éducation supérieure. Aujourd'hui, on détient, j'ai tellement de feuilles que je ne me rappelle plus exactement où j'ai le chiffre exact, de nombre d'inscrits. Puis il n'y a pas que les inscrits, il y a aussi une étude faite sur la suivi des études. Au Venezuela, au niveau universitaire, on compte avec un des pourcentages les plus hauts en Amérique latine. C'est pas rien en 15 ans, c'est pas rien de passer une éducation très élitiste à une ouverture et il y a une demande grandissante d'accès à l'université. Il y a aussi la santé, parce que la pauvreté n'est pas seulement ne pas avoir accès à l'éducation, ne pas savoir lire et écrire, c'est aussi pouvoir se soigner tous les jours au quotidien. Surtout pour ces secteurs qui étaient très exclus et qui vivaient marginalisés dans la société vénézuélienne. On a créé la mission Barrio Adentro. En solidarité, on travaille avec le gouvernement de Cuba qui a envoyé des médecins cubains pour aller un barrio au Venezuela. C'est le mot qui désigne en fait les favelas, donc les bidonvilles. Donc Barrio Adentro, c'est-à-dire à l'intérieur de la favela, à l'intérieur du bidonville. Donc le but c'était d'avoir des dispensaires en fait, vraiment dans la montagne perchée, pour pouvoir donner un accès aux premiers soins. Hein. Au début, c'était vraiment très basique pour toutes ces personnes qui n'avaient pas accès à la santé. Il y a énormément d'émissions actuellement. Il y a eu aussi des missions au niveau de la santé, la mission Miracle, pour faire opérer gratuitement des maladies de la vue. Donc, si vous voulez, tout ça pour ne pas vous embrouiller un peu avec tous les éléments que je vous donne, ça rentre dans cette logique redistributive des richesses, dans un but de solder cette dette sociale, de pouvoir mener une lutte ouverte contre les inégalités et pour l'inclusion. En plus de ça, c'est très intéressant, notre nouvelle constitution pose les bases pour une économie sociale. C'est quoi une économie sociale? C'est une économie qui se place de façon alternative, donc à côté, en dehors de l'économie capitaliste que nous connaissons actuellement. Donc ce modèle en plus, on propose, ou on veut construire, parce qu'il faut savoir, je fais une petite parenthèse, que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui au Venezuela, c'est un modèle en construction. C'est un modèle, on n'est pas arrivé au but de tout ce qu'on voulait faire, il y a énormément de choses à faire, on en a fait beaucoup, mais c'est un modèle en construction. Et donc cette économie propose, dans cette constitution bolivienne, propose d'avoir des modèles de production différents, des modèles de production sociale, collectif, communautaire, de la communauté, mais également le modèle de production étatique et privé, parce qu'à aucun moment on a laissé en tout cas le capital privé en dehors du Venezuela. Et dès que le Venezuela a posé ses bases donc de ce modèle alternatif qui compte un domaine économique, mais aussi social, mais aussi politique et culturel, ça a attiré un peu les sonnettes d'alarme de tous les pays du Nord. Et quand je parle du Nord Nord avec un grand N, des pays, on va dire, européens, les États-Unis, le Canada. Et parce que cela mettait en danger, en fait, une certaine stabilité continentale, dans le sens où il n'y avait eu personne, à part Cuba, pour l'instant, qui avait réussi à pouvoir placer une sorte de modèle. Si, il y avait eu le Nicaragua, mais ça avait été écrasé, ça n'avait pas été mené à terme. Et à partir de ce moment-là, le Venezuela et la révolution bolivarienne n'a pas cessé d'être victime des attaques dans tous les sens, économiques, mais aussi médiatiques, parce que faut pas oublier que malgré ce qu'on pourrait entendre à droite, à gauche dans les médias français, au Venezuela, il y a une guerre médiatique ouverte envers le gouvernement. Toutes les chaînes télé ne sont pas publiques, n'appartiennent pas à l'État.
Et les médias aujourd'hui sont des alliés de grande taille du capital financier privé et bon, en quelque sorte d'une partie de l'opposition au Venezuela qui ne souhaite pas que cette révolution puisse aller jusqu'au bout. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'aujourd'hui, comme je disais au tout début, je voulais vous parler aussi de ce qui se passe actuellement et de ce qui va se passer dimanche avec les élections municipales au Venezuela. On a été, bon, comme je parlais, des attaques depuis le début de la révolution, mais aussi dernièrement des attaques très fortes à notre économie. Ces pénuries dont je parlais tout à l'heure qui ont été provoquées avec des fins politiques pour refaire un peu le même chemin qu'au Chili, c'est-à-dire capter le mécontentement et par la suite pouvoir traduire ça dans des votes, par exemple, ou alors faire porter tout le chapeau des échecs économiques au gouvernement. Et pour vous parler aussi de cette guerre économique que nous vivons, parce que c'est concrètement une guerre économique, une guerre qui peut avoir lieu que dans un système capitaliste, dans lequel un modèle alternatif essaye de se développer. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Depuis 2003, le Venezuela, ça peut sembler un peu flou et complexe, je vais essayer de l'expliquer de la manière la plus simple, même si bon. Depuis 2003, au Venezuela, nous avons un contrôle de change. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, si vous êtes vénézuélien par exemple, aller à la banque et dire « Bonjour, voici mes bolivars, je voudrais avoir 1000 dollars par exemple, ou 1000 euros. » Nous avons un contrôle de change qui s'est mis en place comme conséquence de ces attaques à notre économie et pour empêcher un phénomène qui a déjà eu lieu, notamment en Argentine en 2001, lorsqu'ils ont traversé une crise énorme et qu'il y a eu une grande fuite des capitaux. Ce genre de mesures, ça avait déjà été pris auparavant au Venezuela. Or, les gens, parfois, ont une mémoire un peu courte et ne se rappellent pas des choses, ou alors ne le savent tout simplement pas, mais cela a été déjà mis en place. Donc, en plus de ça, comme je disais tout à l'heure, nous sommes un pays pétrolier. Qu'est-ce que cela signifie? Déjà, nous sommes actuellement, et nous l'avons quasiment toujours été, entièrement dépendants de cette production et de cette exportation pour notre économie. Aujourd'hui, au Venezuela, il est vrai que nous importons énormément de choses que nous consommons. Et nous consommons davantage puisque nous avons amélioré, enfin le gouvernement a amélioré les conditions de vie des Vénézuéliens, notamment en améliorant leur pouvoir d'achat, en augmentant le salaire des travailleurs, etc., etc. Donc nous consommons, et donc nous avons une demande grandissante. Et ce sont des produits qu'il faut acheter à l'étranger. Pour cela, comme je vous ai expliqué le problème avec la monnaie et le change, les entrepreneurs au Venezuela, donc l'entreprise privée et l'entreprise agroalimentaire privée, fait une demande de devises auprès du gouvernement à travers un organisme. Par la suite, le gouvernement octroie donc, la devise étrangère et cette personne fait les transactions à l'étranger. Elle achète les produits et les revend au Venezuela. Or, qui dit contrôle de change dit quelque chose qui ne sait pas, qui s'est un peu échappé de nos mains, dit marché parallèle. C'est-à-dire que moi, Adriana, citoyenne lambda, je vais auprès du gouvernement faire une demande pour avoir des euros pour venir en France, par exemple. Le gouvernement me le donne. Et si le gouvernement ne m'avait pas donné ces euros, j'aurais pu me diriger vers le marché parallèle, au marché noir de vente des devises étrangères. Or, c'est un marché parallèle spéculatif, dans lequel le prix qu'on régule du dollar ou de l'euro à travers l'État est complètement différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le dollar, c'est 6,3 bolivars. Donc le taux d'échange, c'est de 6,3. Et dans le marché noir, pour vous donner une idée, c'est la dernière fois que j'avais entendu, c'était 60. Donc de 6,3 à 60, il y a quand même pas mal.
Donc, les producteurs, donc l'entreprise privée qui va faire cette demande, qui va ensuite se fournir avec ces produits, qui va ensuite les revendre au Venezuela, a plusieurs choix. Soit augmenter le prix de ces produits-là, soit les vendre normalement, ou soit ne pas les vendre. Ne pas les vendre, c'est ce qui s'est passé récemment avec tout l'accaparement des produits. Ou alors, on a aussi pu constater une augmentation de 600%, 1200% du prix des produits, notamment électroménagers, c'est arrivé il y a très peu de temps, qui étaient achetés à un prix avec $1 subventionné par l'État. Vous me dites si c'est compréhensible ce que je vous explique, parce que c'est vrai que c'est plein d'éléments qui peuvent paraître un peu flous et isolés, mais est-ce que ça va? Oui. Donc, on a constaté que sur, admettons, une machine à laver qui a été achetée à $200, avec $1 qui a été subventionné par l'État, donc à un taux bas, est revendue au Venezuela à $250 000. Enfin, il y a des choses mais vraiment dérisoires. Donc le gouvernement a décidé de prendre en main cette situation, de s'attaquer frontalement, tout comme on s'attaque régulièrement à la révolution bolivarienne frontalement, à cette guerre économique à travers un certain nombre de mesures. Notamment, le président Nicolás Maduro, il a ordonné qu'on baisse les prix de ces produits électroménagers à des prix justes, donc des prix qui soient calculés en fonction de ce dollar qui a été donné à un tel prix et que la revente ne soit exagérée. Et puis, il a mis en place un certain nombre aussi d'autres mesures, comme un contrôle sur les bénéfices de l'entreprise privée, qui sera plafonné à partir de maintenant jusqu'à 30%. C'est-à-dire qu'une entreprise ne pourra pas arriver à faire 2700% de bénéfices d'un coup sur le dos des citoyens vénézuéliens. Ces mesures ont pu voir le jour aussi, puisque au Venezuela, nous avons la possibilité, dans notre constitution, il est possible de faire appel à l'Assemblée nationale pour que l'Assemblée nationale octroie la possibilité au président de faire des lois décrets pendant un an, c'est-à-dire des lois qui vont ne pas forcément passer par un débat à l'Assemblée, mais qui vont être prises sur le coup. C'est des lois qui ont un caractère urgent, parce qu'elles vont résoudre des problèmes urgents, comme celui qu'on vit aujourd'hui, avec des hausses de 1200% sur certains produits. Et ça va être dans un laps de temps d'1 an. Cette guerre économique de laquelle je vous parle depuis tout à l'heure a un but politique. Cette guerre économique, et surtout les dernières attaques qui ont eu lieu récemment, en termes d'accaparation, de pénurie, etc., tombent dans une période qui est charnière. D'une part, il y a les élections dimanche, mais d'autre part, on est en décembre. On est novembre, décembre, à Noël, que ce soit au Venezuela, en France ou n'importe où, le pouvoir d'achat, la consommation explose. C'est Noël, il y a les cadeaux de Noël. Et ça, c'est aussi quelque chose à prendre en considération. Si vous attaquez les économies des citoyens, donc attendez-vous à que ces citoyens-là se révoltent. Et si on pointe du doigt systématiquement le gouvernement comme le seul et unique responsable de leur misère, ces gens-là vont évidemment se diriger vers les propositions qui peuvent faire l'opposition. Alors, moi, je ne voudrais pas à aucun moment que tout ce que je suis en train de vous expliquer serve à masquer ou dissimuler ou cacher des réalités qui vit le Venezuela aujourd'hui. C'est une réalité, nous traversons des grandes difficultés économiques parce que nous sommes, comme la France et comme les autres pays du monde, connectés. Donc nous sommes en train de traverser une crise économique et financière mondiale. Nous souffrons d'un fléau qui n'est pas non plus uniquement vénézuélien, qui est celui de la corruption. Et c'est un problème auquel il faut s'attaquer. Nous avons un problème aussi très grand qui est cette dépendance au pétrole et le fait de ne pas
arriver pleinement à pouvoir à diversifier notre activité économique pour ne pas dépendre à 100% du pétrole et ne pas arriver à des situations comme celle qu'on vit aujourd'hui. Je ne vais pas m'attarder beaucoup plus. Il y a énormément de choses que je n'ai pas mentionnées, énormément, mais que je pense que s'il y a quelqu'un qui pose une question, on pourra faire un petit débat. Mais en tout cas, voilà, je voulais juste vous faire un petit portrait un peu généraliste, non, sur la situation actuelle du Venezuela, en revenant sur quelques petits détails de ces 15 dernières années. Et je serais ravie de répondre à vos questions. Nationalisé au Venezuela. À quel point? Le pétrole était nationalisé. Est-ce que l'État ait des parts de propriété dans les parce que du coup, c'est très facile. Enfin, beaucoup de pays ont réussi à contrer toutes les guerres économiques en contrôlant le pétrole facilement. Et d'ailleurs, la plupart des changements économiques depuis 50 ans sont faits par les gens qui détiennent le pétrole, l'Arabie Saoudite, l'Égypte. D'accord. Est-ce que vous voudrez qu'on prenne plusieurs questions ou... plusieurs, ouais. Ok. Ou alors une seule, je réponds. Il y a Gwen qui a une question. Du coup, si tu prends plusieurs questions, la place aussi de la culture et l'accès à la culture autant de la population et vu que tu dis que les médias sont au service des intérêts économiques, où en est la culture? Est-ce qu'elle là aussi elle est divisée entre une partie qui soutient le gouvernement et l'autre qui consolide? Il y a Saïdou et ensuite il y a Lorraine. Oui, c'était par rapport à votre monnaie. C'est pour savoir comment, on va dire, vos ennemis, ils ont pu avoir une emprise aussi forte sur votre monnaie. Oui, moi c'est une question par rapport au mouvement de droits des femmes au Venezuela. J'ai entendu des choses très positives. Si tu pouvais nous donner quelques pistes là-dessus, quelques infos supplémentaires, ça serait intéressant. J'avais une question du coup aussi. Je voulais savoir si tu pouvais revenir rapidement sur le fonctionnement des universités populaires. Parce que d'après ce que j'avais compris, c'était à la fois une façon de rendre plus accessible l'université, mais aussi d'enseigner d'autres contenus, d'autres formations, etc. C'était déjà une bonne forme de question. Alors, sur le pétrole. Donc en fait, en 1973, on a parlé de la nationalisation du pétrole au Venezuela, qui s'est avérée ne pas être une vraie nationalisation du pétrole, puisqu'il y avait encore des parts du capital privé dans l'entreprise. Chavez a procédé à une réelle nationalisation du pétrole, et donc effectivement l'État est aujourd'hui détenteur des actions de Petróleos de Venezuela, de PDVSA, l'entreprise nationale. Cependant, nous travaillons avec beaucoup d'entreprises aussi étrangères, et pas seulement Total et les entreprises états-uniennes. Là, par exemple, on a découvert ces réserves dont je parlais tout à l'heure, qui nous font être les premiers... les plus grandes réserves au monde se trouvent dans un lieu qui s'appelle la Faja del Orinoco. Donc c'est aux alentours de la rivière Lorenoc. Et on a étudié la possibilité, en fait, on a étudié c'est en place, que dans le respect donc, de la souveraineté nationale vénézuélienne et le droit sur ses ressources naturelles, qu'il y ait un travail des entreprises pétrolières étrangères dans l'extraction du pétrole. Et donc, par contre, j'ai pas trop compris ce que tu disais lorsque tu faisais référence aux gens qui contrôlaient le monde à travers leur main mise sur le pétrole. Les deux premiers chocs pétroliers, c'était 73-75, c'était, je crois que c'était l'Iran au début, et ensuite l'Irak, qui, en protestation politique, ont imposé une très forte hausse des prix. Pareil, le pétrole, ce qui a influencé après toute l'inflation mondiale et puis l'entrée en crise de tout le système, enfin bref, tout ça, et ce qui a déterminé pas mal de choses, quoi.
Et bah, figure-toi qu'une des choses de la politique étrangère de Chavez, ça a été renforcer l'OPEP, donc l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Si on voulait justement maintenir cette hausse du prix du baril de pétrole dans le but de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, pouvoir redistribuer cette richesse et l'investir dans les programmes sociaux, donc développer l'investissement social, au Venezuela, il fallait donc garder un prix très élevé. Et ça s'est fait dès le départ. D'ailleurs, l'OPEP, juste avant de l'arrivée de Chavez, était un peu... j'oubliais le mot en français, quand une table elle est bancale, voilà. Et Chavez a réussi à relancer le leadership de cette organisation et à maintenir au sein des pays membres cette concession autour le consensus autour du prix du baril et de la production de chaque pays membre. D'ailleurs, je crois que c'était hier ou avant-hier, qu'il y a une réunion des ministres des pays de l'OPEP au sujet du maintien, en fait, de cette... je pense que c'est une barrière de $100 minimum, il me semble, je n'espère pas dire de bêtises parce que je ne suis pas spécialiste pétrolière. Donc il me semble que ça a été dit il y a peu de temps, qu'il a été question en fait de la reprise de l'Iran dans la vente et la production et la vente de son pétrole. Mais en tout cas, le pétrole est nationalisé au Venezuela. Je ne sais pas si j'ai bien répondu ou assez à ta question. Mais... Alors, par rapport à la culture, les médias, c'est dommage parce que tout à l'heure quand je disais qu'il y a sûrement des choses que je vais oublier, je voulais parler de la culture aussi. Bon, il y a des questions que vous avez posées qui vont nous permettre de revenir sur certains aspects. Donc c'est marrant parce que tu mets culture et médias en même... c'est un choix. Je suis pas pour, mais là je le comparais. Parce que dans ces cas-là, est-ce que tu parles de l'accès à la culture? Est-ce que tu veux savoir comment se passe l'accès à la culture au Venezuela? Est-ce que tu veux savoir le spectre médiatique au Venezuela, comment il est composé? En fait, je pensais à quel accès à la culture il y a et quelle culture il existe. Quels spectacles sont mis en scène. D'accord. Ah, ok. Quelle image alors, il faut savoir qu'au Venezuela, personnellement, moi je pense que c'est une chose dans laquelle on a pas mal réussi, c'est dans la gratuité de l'accès à la culture. Tu vois, qui a parlé des spectacles, par exemple les musées au Venezuela sont gratuits. On fait un travail très fort pour rendre accessible aussi certains styles musicaux ou de spectacles qui restent un peu élitistes, comme la danse classique ou l'opéra. Il y a par exemple le système d'orchestre symphonique au Venezuela qui ne date pas de Chavez, mais que le gouvernement a réussi à garder comme projet et limite à accélérer. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un système donc, national d'orchestre dans lequel on donne la possibilité aux enfants des milieux défavorisés en fait, d'apprendre des instruments et jouer de la musique classique. Et en fait, c'est dans un but de contourner en fait la violence qu'ils vivent au quotidien, la cause, qui sont aussi des choses, des faits réels que je n'ai pas abordé tout à l'heure, mais bon, qui font partie d'une réalité aujourd'hui au Venezuela. Et donc ça, par exemple, cette massification de la musique classique et que ça rentre dans la culture vénézuélienne, c'est un aspect très important. Il y a énormément, pour ceux qui ont eu la chance de vivre au Venezuela ou qui sont déjà allés, savent très bien que tous les jours, il y a des concerts dont les places et parcs récupérés de Caracas, par exemple. On a créé une université des arts à Caracas, qui n'existait pas auparavant. Avant, on étudiait les arts comme un département dans une université. À Caracas, aujourd'hui, il y a une université des arts. Et au niveau des médias, on a un projet de démocratisation des ondes et d'accès. Je parlais tout à l'heure de démocratie participative et protagonique. On essaie aussi de faire participer les citoyens dans les médias. Il y avait des modèles de radio communautaires, des télécommunautaires avant que Chavez soit arrivé au pouvoir. Or, ces personnes-là avaient des sortes de radios pirates ou alors on n'avait aucune opportunité, aucune chance de pouvoir diffuser dans les ondes hertziennes, par exemple avoir une petite chaîne à la télé, parce que les gouvernements passés n'avaient aucun intérêt à leur laisser une place et leur donner une voix.
Voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose que je n'ai pas saisi totalement de ta question? Non? D'accord. Non, parce que tu m'avais dit, en fait, est-ce que c'est divisé les points de vue par rapport à la culture? Non, mais parce que du coup, je comparais à Cuba. Et par exemple, sur des modèles comme la salsa, etc., où la salsa, c'est la version un peu américanisée de ce qu'était le son. D'accord. Voilà comment il y a une autre culture, est-ce qu'il y a deux cultures qui s'opposent, celle du... Si. Alors, oui, alors, je comprends encore mieux ta question. Et comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, que bon, pour connaître et savoir ce qui se passe aujourd'hui, il faut revenir sur son histoire. C'est aussi vrai pour nos traditions culturelles. Il y a une richesse énorme au Venezuela qui a été le fruit de ce métissage, qui a été la colonisation. On a soutiré un truc positif, c'était, bon ben voilà, notre culture, elle est riche. Elle est riche de l'Afrique, elle est riche de l'Europe et elle est riche de nos cultures indigènes de base. Et tout ça, ça fait un beau mélange qui sont les musiques traditionnelles de la côte vénézuélienne ou alors l'artisanat d'une certaine zone. Aujourd'hui, on parle de cultores populares, ceux qui font la culture populaire. Et on revendique davantage donc, ces racines et ces traditions culturelles, on les met en avant. Et puis on fait en sorte qu'elles aient un rayonnement non seulement national mais aussi international. Ça c'est la vision bolivarienne de la culture. Il reste une partie de la société qui est très attachée au modèle élitiste d'accès à cette culture et qui, donc par exemple, est prête à payer 250 € pour aller voir un concert dans une salle privée très éloignée, plutôt que d'aller dans la place centrale de Caracas, aller voir un petit concert de tamunangue, qui est un style traditionnel de musique. Donc voilà. Je sais pas si... Ok. Ensuite, par rapport à ta question sur la monnaie. Donc tu m'as dit comment vos ennemis ont fait pour avoir une emprise sur la monnaie. Je pense que nos ennemis, ils étaient internes et c'était nos gouvernements passés. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre monnaie est une monnaie qui est surévaluée actuellement. Elle l'a été pendant très longtemps et ça, c'est une conséquence directe de cette bénédiction noire qui est le pétrole, quoi. Donc, à cause de la rente pétrolière, on a une monnaie qui nous semble avoir une valeur énorme alors qu'elle ne l'a pas. Des économies des pays voisins au Venezuela d'évaluer leur monnaie, nous on ne le faisait pas, on l'a fait tardivement, on s'attaque de façon négative à certains problèmes structurels pendant très longtemps et on se retrouve avec la situation actuelle. Peut-être que tu faisais référence au contrôle de change, à ce que j'avais dit. Ça, ouais. Alors ça, c'était quelque chose qui a été mis en place par Chavez en 2003. On l'a fait dans le but que les capitaux ne s'en aillent pas du pays, qu'on ne se retrouve pas dans un État qui a fait faillite, par exemple. Parce que quelques années plus tard de l'arrivée d'Hugo Chavez, par exemple, on a remboursé notre dette auprès de l'FMI et on est sorti de ce système des organismes financiers internationaux. Et donc, les ennemis dont tu parlais qui attaquent la monnaie sont des ennemis internes du passé et tout cet héritage très négatif qu'on traîne. Maintenant, c'était une mesure qui a été mise en place pour éviter une catastrophe économique. Voilà. Sur les mouvements et les droits des femmes au Venezuela, c'est assez intéressant ce qui se passe actuellement. Comme pour tout le reste de mon intervention, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, principalement, c'est la nouvelle constitution qu'on a depuis 1999, c'est une constitution inclusive. C'est-à-dire que ça peut vous paraître peut-être anodin, mais on dit citoyen, citoyenne, par exemple. On reconnaît en fait juste la moitié de la population qui vit dans le pays aussi. Cette même idée et valeur profonde de la révolution bolivarienne qui est la participation politique, et non seulement dans le discours, mais c'est entré dans les consciences, et les femmes aujourd'hui au Venezuela, elles participent à tous les niveaux de la politique. Elles participent au niveau local, qui est un espace historiquement donné aux femmes, quoi, pas qu'au Venezuela, mais partout dans le monde, mais elles participent aussi à des hautes instances gouvernementales,
elles sont pour la plupart du temps leaders dans les formes d'organisation de la communauté, comme la figure des conseils communaux, donc, qui sont des micro-gouvernements au sein de chaque quartier, on va dire. Il y a une longue trajectoire en fait de revendication des mouvements de femmes au Venezuela qui ont réussi à avoir un écho ou en tout cas une oreille à l'écoute grâce à la révolution bolivarienne. Je pense notamment à une lutte qui est très importante et dont on a fêté une journée internationale il y a peu. C'était le 25 novembre, c'était la journée de lutte contre les violences envers les femmes. Au Venezuela, on a une loi qui est unique au monde, qui s'appelle la loi organique pour les droits des femmes à une vie libre de violences. Et l'État vénézuélien reconnaît 19 formes de violence envers les femmes. Donc, vous pourrez me dire, bon, bah, c'est quoi ça, comment ça il peut y avoir 19 formes de violence? Et bah si, et je pense que c'est pas exhaustif cette liste, quoi. Il y a la reconnaissance de la violence médiatique, parce qu'au Venezuela, vous prenez la voiture et vous êtes sur l'autoroute et vous avez des grands panneaux publicitaires, un peu comme on voit dans les arrêts de bus ici, avec une nana dont on ne voit pas la tête, mais on voit ses seins opérés en maillot de bain pour faire de la pub d'une bière, par exemple. Ça, c'est de la violence médiatique. Parce que ça, la violence envers les femmes, c'est pas juste le coup que la femme se prend par un mec lorsqu'ils sont en couple, etc. Donc cette loi-là et tous les mécanismes juridiques qui l'accompagnent sont une énorme réussite des mouvements de femmes au Venezuela et qui a été possible pendant ce gouvernement-là. Il y aurait tellement de choses à dire sur ça, surtout que voilà, tu sais que dans le travail, par exemple, au niveau des salaires, est-ce qu'il existe, comme on connaît en France, une inégalité salariale forte ou faible? Alors, donc en fait, il y avait un projet de la mise en place d'une loi pour l'égalité de chance, un peu comme en France. Cette loi, par exemple, n'a pas vu le jour pour l'instant, il reste encore beaucoup de choses à faire. A priori, non. Je pense que il doit y avoir quand même dans certains secteurs, notamment dans le secteur informel qui existe encore, ce genre de différence de salaire. Mais par exemple, il y a une chose dont je sais que les féministes en France parfois sont en désaccord avec les vénézuéliennes, c'est que dans la Constitution, il y a une reconnaissance de la figure de la femme au foyer comme étant une figure qui doit avoir le droit à la sécurité sociale. Donc en reconnaissant le travail à la maison comme un travail, bien qu'il ne génère pas quelque chose, enfin, finalement si, ça octroie directement les droits aux femmes au foyer d'avoir une sécu. Voilà. Et donc par rapport aux universités, donc en fait, effectivement, il y a dans cette logique de créer les universités bolivariennes et dans cette logique culturelle nouvelle, et donc en fait dans ce nouveau modèle alternatif, il faut vraiment garder à l'esprit ce mot-là, alternatif. Il y a donc un changement de paradigme et un changement une rupture, si vous voulez, avec ce qui s'est passé avant. Cela passe aussi par un changement de contenu dans ce qu'on appelle le pensum, donc le corps le cursus qu'on peut avoir, et puis avec une construction avec les étudiants, le personnel enseignant, en intégrant en fait la plupart de ces propositions, ou la plupart des choses qui ont été accomplies ont été le résultat aussi de ce débat et cette démocratisation de la prise de décision, y compris dans les universités. Par contre, si tu veux des trucs très précis sur quel a été le changement sur tel ou tel cursus dans tel ou tel département, je ne pourrais pas te donner ces précisions-là en question. Mais ça s'applique pas seulement aux universités, ça s'applique aussi aux écoles bolivariennes, donc pour l'école primaire et secondaire, où on est en train de revoir, on est en train de créer une éducation, on appelle ça l'éducation intégrale, donc une éducation large,
aussi en imprimant un certain nombre de valeurs différentes, notamment ceux de la justice sociale, de l'égalité, de l'inclusion, donc qui vont de pair avec le projet qu'on essaye de mener à terme au Venezuela. J'espère avoir répondu correctement. Je ne sais pas si du coup vous avez d'autres questions. Il y en a deux. Il y a... Vas-y. Parler d'insécurité quand même, parce que c'est quand même un... J'entends rien de ce que tu dis. Je voulais entendre parler de l'insécurité parce que c'est quand même un des problèmes majeurs du Venezuela aujourd'hui. Et je voulais savoir ce que vous en pensez, ce que l'État en fait, et pourquoi est-ce qu'elle est aussi importante aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'elle a augmenté comme ça. Il y a Gwen. Ouais, moi, du coup, dans la suite des droits des femmes, sur... nous, en France, on vient d'avoir la légalisation du mariage homosexuel. L'Amérique latine, c'est pas pour ça, et notamment le Venezuela, pour savoir où ça en est. Je sais qu'il y a des listes, notamment pour les municipales, qui n'abordent que cette question, parce que je trouve que c'est pas abordé autant dans l'opposition que dans le gouvernement. Donc, savoir où ça en est, et la place aussi des associations qui mettent sur ces questions. Pardon. En fait, je parlais de guerre économique et d'une opposition très forte qui est toujours constamment opposée au gouvernement et doit le faire chuter. Et en fait, je voulais savoir du coup comment est-ce que quel est le rôle, du coup notamment parce qu'il y a pas mal de pauvreté et que du coup les gens pourraient être amenés à ne pas soutenir le régime. Comment est-ce que vous faites justement, le gouvernement plutôt, comment est-ce que vous faites pour au niveau de l'organisation du parti qui a été élu, comment est-ce qu'il s'organise pour, quel est son rôle dans la société, et aussi comment est-ce que vous arrivez à impliquer la population et justement à faire en sorte que ça soit un processus vraiment démocratique, parce qu'on voit bien aujourd'hui par exemple en France, on n'arrive pas à obtenir des changements sociaux importants, c'est parce qu'il n'y a pas de participation populaire et qu'il n'y a pas de mobilisation. Et est-ce que vous rencontrez, comment vous rencontrez ces problèmes et jusqu'à quel point vous arrivez à les résoudre? Ok. Alors, par rapport à l'insécurité, donc effectivement tout à l'heure, c'est pour ça que je me suis dit qu'il y avait des choses que je n'allais pas pouvoir aborder et que j'attendais les questions pour pouvoir peut-être donner place à ces sujets. Donc, c'est une réalité, l'insécurité. Il y a insécurité et il y a aussi également au Venezuela, ou n'importe où, la sensation d'insécurité. Ce sont deux choses différentes, d'accord? Donc, il y a un fait réel, c'est une insécurité au Venezuela. Tu parles donc d'un problème majeur, de pourquoi il y a autant d'insécurité, pourquoi c'est... Pourquoi surtout elle a augmenté? Pardon? Pourquoi surtout elle a augmenté alors que dans les pays comme... Je compare avec la Colombie, mais c'est un peu bizarre. Avec la Colombie, mais c'est un peu bizarre de faire cette comparaison, mais par exemple dans les grandes villes, l'insécurité, elle a chuté. Je ne parle pas aux frontières parce que c'est un problème différent, mais... Ok, oui. Alors... Non, je ne parle pas des problèmes frontaliers, je ne parle pas du tout des farces, mais par exemple, à Caracas, honnêtement, on ne peut pas se balader comme ça. La nuit va tomber, si on est une fille, hors de question qu'on soit dans la rue comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends ce que tu dis et je vois ce que tu dis. Alors, donc, revenir aux origines de pourquoi il y a une insécurité, on va rester longtemps alors pour cette question. On peut trouver les origines structurelles en fait d'une insécurité, des situations de violence qu'à la base, en fait, au Venezuela et dans tout le continent latino-américain, ont une explication, c'est des modèles politiques et de société dans lesquels on exclut les gens, on les met dans des situations de pauvreté et poussant en extrême dans leur situation à tous les jours aller voler un truc parce que j'ai faim, des actes qui vont de la petite délinquance à te voler un portable jusqu'à des trucs beaucoup plus atroces. Pourquoi est-ce qu'elle ne voulait pas
pas reculer en même temps que la pauvreté? Parce que c'est pas des phénomènes qui sont totalement... Enfin, c'est-à-dire, c'est pas... Il n'y a pas un lien totalement direct entre la réduction de la pauvreté et le cessez automatique de l'insécurité. Parce que l'insécurité est un phénomène multifactoriel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la pauvreté comme seul et unique facteur qui explique le pourquoi d'une insécurité. C'est très bien que tu parles de la Colombie, parce que, comme je disais tout à l'heure, le Venezuela, comme la France, comme n'importe quel pays, on est complètement connecté. Et d'autant plus que tu te trouves dans une situation régionale dans laquelle tu es immergé et surtout, tu es touché directement d'un conflit qui a 50 ans, dans lequel il n'y a pas que les FARC, comme tu disais, mais il y a les paramilitaires, il y a tout un grand nombre de facteurs qui jouent et qui peuvent avoir des répercussions, et pas qu'aux frontières. Parce que si ça s'arrêtait aux frontières, vraiment, entre la Colombie et le Venezuela, peut-être qu'à Caracas, ça se saurait. Ce qui ne veut pas dire pour autant, n'entends pas que je veux dire que le conflit colombien est ce qui est en train de générer un certain nombre de problèmes dans la ville de Caracas. Moi, j'ai 29 ans. Ça m'est arrivé de me balader dans la ville parfois, bon, peut-être pas dans certains quartiers, tout comme je ne le ferai pas à Paris. Dans certains quartiers, je ne cherche pas à comparer. Oui, non, bien sûr. Je ne compare pas de choses qui ne sont pas comparables. Je dis, c'est juste que tout comme à Paris, il y a des quartiers que j'évite à certaines heures de la nuit. J'ai pu le faire. Et pourquoi je te parlais au début de sentiment d'insécurité, c'est que c'est une chose que j'ai pu constater, et je ne cherche pas à excuser un phénomène ou l'occulter, c'est que tu as un matraquage quotidien, médiatique, que... les faits sont réels quand même. Il y a énormément de meurtres, d'assassinats, etc. qui se passent à... Bon, je parle de Caracas parce que c'est considéré comme une des villes les plus dangereuses du monde, etc. Mais les chiffres sont là quand même, c'est quand même un problème réel. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais regarde, qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce qui a été fait par rapport à ces problèmes réels? Tu vois, par exemple, on a mis en place il y a quelques mois un projet qui s'appelle Plein Patrie Sûre, où le gouvernement a dit aux forces armées d'aller dans certains quartiers extrêmement dangereux à faire une sorte de surveillance, on va dire. Et enfin, de surveillance, ça peut paraître, si je le dis comme ça en France, en plus, ça peut paraître vraiment très louche. C'est de la présence, quoi, en fait. Oui, voilà. C'est une présence dans certains quartiers où, effectivement, il est impossible de... Pas impossible, bon. Non, mais non plus, non, c'est pas impossible, parce qu'il y a des gens qui habitent là tous les jours et qui vont travailler, qui amènent leurs gosses à l'école. Donc, qui ont été... Donc, avoir une présence dans ces quartiers-là. Avant ça, il y a eu énormément de mesures pour... Parce qu'à la base, un meurtre, si tu n'as pas de flingue ou de couteau, a priori, c'est un peu compliqué de pouvoir le mener jusqu'au bout, ou tuer quelqu'un. Donc, en tout cas, il y a eu des mesures avec l'objectif donc de faire un recensement d'armes, de détruire les armes et ensuite les utiliser en plus pour la mission Vivienda, pour la construction des logements. Et tu me demandais que pourquoi, si la pauvreté a chuté, la sécurité, la délinquance n'a pas chuté. Tu voulais... Non, dis. Si je peux intervenir, du coup, l'argent dépensé dans la pauvreté est vachement plus important que pour la sécurité. Ah bah tiens. En Colombie, ils considèrent que c'est un état sécuritaire et tout, ils dépensent que dans ça. Et puis il y a beaucoup de présence privée de sécurité, d'agences privées et tout ça qui interviennent, donc je pense pas qu'ils puissent comparer avec... Enfin, c'est pas le même objectif. Oui, non, c'est pas le même objectif, c'est sûr, mais comme je sais qu'au Venezuela, ils se comparent quand même vachement avec la Colombie, etc., et qui sont quand même pas mal en comment est-ce qu'on dit, confrontation, pour s'améliorer plutôt par rapport à la qualité de vie, etc., parce que la Colombie, malgré tous leurs problèmes de sécurité, etc., ils ont quand même réussi à améliorer leur niveau de vie, etc., et c'est pas quelque chose qu'on peut... Au Venezuela aussi, en fait, il y a une nette amélioration des niveaux de vie des personnes. Est-ce que certains actes d'insécurité ne seraient pas dus à l'opposition? C'est une question.
Par exemple... Parce que je sais que à Cuba, il y a eu des attentats qui ont été perpétrés et qui ont été accusés de parler... Enfin, on a accusé les Cubains d'avoir un climat d'insécurité chez eux, alors que c'était directement catapulté par l'opposition. Après, ça dépend de ce que tu appelles un acte de délinquance. Si tu considères un attentat comme ceux qui ont pu avoir lieu... Hein? Un acte d'insécurité, du coup, je mets un peu tout dedans. D'accord, écoute, c'est-à-dire que des trucs ponctuels que l'opposition a orchestrés, que nous on a dénoncé ouvertement, c'était après l'élection présidentielle le 14 avril, où Maduro a gagné, et que l'opposition, et notamment la partie la plus réactionnaire de l'opposition, parce que je ne mettrai pas toute l'opposition dans le même sac, a réagi de façon violente, en ne reconnaissant les résultats, et puis surtout en incendiant des centres de la mission de santé, en s'attaquant aux militants chavistes. Donc, bon, après, est-ce que ça, tu le considères aussi des actes délictifs, des délinquances? Il y a eu ça ponctuellement que je pourrais te citer. Mais c'est pour ça que je te disais que, en fait, la violence, la délinquance, et te parler de sentiment d'insécurité et ce qui est vraiment l'insécurité, les chiffres, c'est assez complexe parce qu'il n'y a pas un seul phénomène et il n'y a pas une seule variable qui pourrait expliquer l'échec ou la réussite d'une politique publique ou de quelque chose qui a été mis en place pour l'éradiquer. Comme il n'y aurait pas une seule chose qui permettrait d'expliquer un phénomène aussi complexe comme la violence. Il y a plusieurs choses à prendre en compte et c'est d'ailleurs dans le but parce qu'aucun gouvernement, soyons honnêtes, a envie de maintenir un schéma ou un climat d'insécurité, de chaos, où les gens ne se sentiront pas à l'aise, s'il veut mener à terme son gouvernement. Parce qu'en plus au Venezuela, puisque tout à l'heure tu m'as parlé de démocratie, puisqu'au Venezuela, il me semble qu'on a cet objet démocratique assez intéressant qui est le référendum révocatoire. C'est-à-dire que le peuple peut demander au président de remettre son poste à disposition puisqu'il a eu une mauvaise gestion. D'accord? Et donc, aucun gouvernement, si tu veux, voudra laisser un chaos pareil, s'ils veulent, ou en tout cas aller jusqu'au bout de leur mandat, quoi. Et donc, il y a des choses qui ont été mises en place, il y a des choses qui se sont faites. Or, on ne parle pas de ça. Je ne sais pas si tu as eu l'opportunité d'aller au Venezuela. Et voilà, on ne parle pas de ça dans les médias. Enfin, tu lis Últimas Noticias, qui est le quotidien tabloïd machin, ou dans la dernière page du journal, tu as « Oui, alors, le motard était sur l'autoroute, il s'est pris 3 balles derrière sa main. » Enfin, et qui n'ont pas vocation à informer en plus. Tu vois ce que je veux dire? Pardon? Ça, c'est des tabloïds aussi. Oui, mais en plus des tabloïds, tu as à la télé exactement la même chose. Allume les noticieros de Venevisión à midi ou le soir et il va parler de ça. Et en plus, figure-toi qu'il y a des périodes, parce que là, depuis un moment, ni au Venezuela ni en France, on parle sans cesse de la délinquance, de la délinquance, de la délinquance, de l'insécurité. On parle, il n'y a plus de PQ, il n'y a plus de PQ, il n'y a plus de PQ. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a aussi des choses dont les médias ne sont pas si exemptes de responsabilité. Voilà, de responsabilité. Et j'espère que plus ou moins j'ai pu te donner quelques éléments. Tu vas pas l'air on pourra parler après si tu veux. Et attends, parce que j'ai pas répondu. Si tu veux que je prenne ta question? Non, il y a Saïdou, après il y a... C'était par rapport à ce que disait la camarade. Pour lui répondre, je ne sais pas si c'est bien ça ou pas, mais le genre de problème, c'est pratiquement impossible à résoudre. Et aussi par rapport à l'insécurité. Et on peut diminuer, pas le résoudre. Et vu que vous êtes dans un pays un peu stratégique où il y a beaucoup de trafic qui est autour, il y a beaucoup d'argent en jeu. Je ne peux pas le dire. Il y a beaucoup d'argent en jeu, c'est peut-être aussi ça le problème. Parce que ce genre de problème, même si vous éradiquez la pauvreté, donc il y a beaucoup d'enjeux sur certains trafics, même si vous faites en sorte de contrôler la pauvreté, voilà, il y aura toujours un temps du gain peut-être. Attends, je sais pas, peut-être c'est ça. Je ne voulais pas toucher ce petit détail qui est quand même un grand détail, qui est le trafic
de drogue, concrètement. Et dont le Venezuela est un point stratégique géographiquement parlant, quoi, parce qu'on est juste la porte de sortie de tout le monde, du Pérou et la Colombie en tout cas, pour la cocaïne. Parce que les Caraïbes, on est placé, malheureusement ou heureusement, d'une façon vraiment parfaite pour pouvoir aller un peu partout, quoi. Et donc effectivement, après, le trafic n'a aucun intérêt, par contre, à que ce genre de situation, en tout cas les personnes qui contrôlent ces trafics, n'ont pas intérêt à que ces situations s'arrangent. Et de là, en fait, une politique aussi qui mène le gouvernement dans le sens de la lutte contre les drogues. En plus, ça génère, je pense, autant d'argent que le pétrole, en plus. Sûrement. Je ne sais pas quels sont les chiffres officiels du trafic de drogue, mais je pense qu'effectivement, ouais, ça va quand même un impact. Je réponds. Ouais, vas-y. Ouais, okay. Alors, par rapport au mariage homosexuel et droits, tu parlais d'associatif. Tout à l'heure, donc avant d'arriver dans la salle, je parlais d'une visibilité qui commence à avoir de plus en plus les mouvements LGBT au Venezuela. LGBT, lesbiennes, gays, bisexuels et trans. Et notamment, que j'ai pu voir moi-même, en fait, organisé, donc en tant que mouvement organisé et militant socialiste, qui a été porté, enfin j'ai participé à des manifestations, notamment lors de la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, au fait d'amener à l'Assemblée nationale des propositions de projets pour lutter contre les discriminations LGBT, qui ont été très actives, notamment pour dénoncer dans nos mêmes rangs le machisme et l'homophobie qui est aussi présente au Venezuela qu'en France, parce qu'on a pu le voir avec le mariage pour tous. Ça reste... ça commence à prendre de l'ampleur. Je pense que quand tu as des régimes progressistes, en fait, il y a plein de voix qui se lèvent, qui étaient éteintes ou silenciées pendant des années, et qu'aujourd'hui, y compris ces mouvements revendiquant des choses très précises, arrivent à avoir une voix, mais que le chemin est hyper long, notamment dans nos sociétés, et en Amérique latine en général, à l'exception de quelques pays où encore il y a des débats tels que l'avortement, notamment, qui n'ont pas été abordés, ou alors qui ont été abordés avec des résultats pas très encourageants. Ensuite, sur la guerre économique, comment on fait pour que les gens soutiennent, comment s'organise le gouvernement, pour que les gens soutiennent le projet. Tu as parlé de régime, si tu veux. Le gouvernement place un projet. Y a beaucoup de choses. Comment impliquer la population? Déjà, de base, tu donnes l'opportunité, tu donnes les moyens légaux pour que la population puisse exercer cette démocratie participative dont on parle tout le temps et partout, tout le temps. On a mis en place, depuis que Maduro a été élu au pouvoir, un mode de fonctionnement gouvernemental qui s'appelle le gobierno de la calle, le gouvernement de la rue. C'est-à-dire que non seulement on va consulter aussi les conseils communaux, cette figure que je disais tout à l'heure de micro-gouvernement local, mais on va aussi aller à l'encontre d'associations qui ne sont peut-être pas imbriquées avec les conseils communaux, de la rue, quoi. C'est-à-dire que le cabinet ministériel, au lieu de faire sa réunion de ministres la semaine, machin, je sais pas où, ils le font dans la rue. Ils le font dans la rue, dans tel quartier, dans telle zone du Venezuela, en étant beaucoup plus proche de la population, en les impliquant, notamment en écoutant quelles sont les propositions qui émergent de la population, des citoyens, quoi. Si tu rentres dans les sites de nos ministères, avant le titre du ministère, donc on dit le ministère du pouvoir populaire pour machin. Et ce fameux pouvoir populaire, donc je pense que c'est l'arme, si je peux utiliser ce mot, la plus forte et la plus intéressante pour impliquer la population et pour lutter contre cette guerre économique, c'est le pouvoir populaire, c'est-à-dire le pouvoir vraiment qui émane du peuple. Un des projets qui était très cher aux yeux de Chavez, c'était le projet des communes
une forme d'organisation communale très poussée, dans cette volonté d'aller vers le socialisme, et puis en créant de la conscience. C'est une bataille quotidienne, et même si on a appris à lire à plein de gens à travers l'émission, même si on continue à transmettre un certain nombre de valeurs, en fait, il faut maintenir vivante la conscience, et la conscience politique, historique et culturelle des gens, pour que ça puisse durer dans le temps, sinon c'est... Quelqu'un a des questions encore? Ah ouais, il y avait Jacob. Excuse-moi. T'as oublié? Ouais. Non, pas vraiment que j'ai oublié, mais c'est par rapport à ce que disait Mademoiselle, par rapport à l'insécurité au Venezuela. Et du coup, il y a aussi un truc qu'il faut... Parce que du coup, j'ai mon camarade qui a parlé effectivement du trafic de stupéfiants, qui est un véritable fléau en Amérique du Sud en général. Et effectivement, tu disais que le Venezuela, c'est un carrefour extrêmement stratégique, parce que comme c'est à de très courtes distances entre les îles des Caraïbes et aussi entre la Colombie, qui est le premier fabricant mondial de cocaïne, etc. Et du coup, c'est vrai que c'est assez important ces enjeux-là, parce que, comme tu disais, les trafiquants et les narcotrafiquants ont tout intérêt à maintenir cette insécurité ambiante dans ce pays. Mais il n'y a pas que le fait du narcotrafic qui fait qu'il y a cette insécurité. Ce qu'il faut savoir, par exemple, je ne sais plus ce que tu disais, mais tu disais qu'effectivement, il y avait des actes d'insécurité qui étaient assez graves, notamment des cas mortes, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Venezuela, c'est un des 3 ou 4 pays avec le Mexique et le Brésil, dont il n'y a pas ou peu de législation sur les armes à feu. Et que effectivement c'est problématique. Et du coup ma question c'était de savoir est-ce que véritablement le gouvernement vénézuélien a pris en compte ce fait-là, et du coup est-ce qu'elle tend plutôt à vouloir interdire les armes ou plutôt laisser la situation telle qu'elle est? Alors il y a eu une loi qui est sortie récemment pour le port des armes, pour l'autorisation de port des armes. En fait, à partir de cette année, on renouvelle pas les autorisations de port des armes. Or, la plupart peut-être pas la plupart, mais il y a beaucoup d'armes qui sont en possession des gens qui n'ont pas d'autorisation de port d'armes, tout simplement, qui les ont achetées, se les ont procurées, qu'on leur a données, etc. etc. Je parlais aussi des nombreuses mesures qui ont été prises pour la réquisition des armes lorsqu'ils arrivaient dans un endroit, détruire les armes et pas forcément les donner à je sais pas quoi, le corps de X ou Y. Mais je pense que une des questions que j'ai aussi oublié de souligner par rapport aux plusieurs facteurs de la délinquance et de l'insécurité qui peuvent l'expliquer, c'est un problème auquel il faut être réaliste au Venezuela. C'était pendant très longtemps un problème de justice, concrètement. Donc en gros, très peu de gens qui dénoncent des agressions, une justice qui a du mal en fait à mettre en place, de punir, donc en fait ce genre d'actes, et surtout d'une police qui pendant très longtemps a été divisée, n'avait pas de contact. On n'avait pas une police centrale au Venezuela, une police nationale on va dire, mais des corps de police un peu partout, des corps de police en plus qui avaient hérité des méthodes un peu fascistes de la police militaire de la dernière dictature qui s'est finie en 1958, et donc des policiers qui étaient autant corrompus ou qui revendaient leurs armes dans les bidonvilles, aux gosses, voilà, donc, et qui aucun moment essayaient d'appliquer vraiment la loi. Et donc non seulement ces polices-là, notamment je pense à Caracas, qui avait, je ne sais plus exactement combien de corps de police, mais c'était dingue, à faire une police bolivarienne, une police nationale bolivarienne, et à créer surtout l'université de la sécurité. C'est-à-dire une université où on forme les nouveaux policiers, et on les forme à des idées. Ça peut vous paraître peut-être du blabla, mais c'est tellement important qu'un flic, que quelqu'un de la police puisse avoir une conscience humaniste, qui puisse avoir des valeurs progressistes, et qui sache quelle est la valeur qu'il y a une vie qu'il peut avoir en face avant de tirer, par exemple. Donc ça, c'est pour moi en tout cas des choses, ce problème de la justice qui a été très fort et qui doit aujourd'hui encore mener une bataille très poussée.
peut-être par rapport à ce que tu as dit aussi, par rapport à cette université de la sécurité où ils forment justement ces nouveaux policiers, c'est peut-être un exemple que doivent prendre en compte les autres pays d'Amérique du Sud, parce que pour parler d'un cas très concret, dans très peu de temps, c'est la Coupe du Monde de football au Brésil, et qu'on a tendance à voir dans certains documentaires, ou voire même dans certains films, pour ne pas citer un film de José Padilla qui s'appelle Troupe d'élite, où effectivement, alors c'est peut-être un peu imagé parce que c'est un film, mais en réalité c'est exactement ce qui se passe. Pour prendre le cas de Rio de Janeiro, on a peut-être les 3/4 de la police. Alors parce qu'il y a deux types de police à Rio de Janeiro, on a la police civile et la police militaire. On a 3/4 des agents de police ou des officiers de police civile de Rio de Janeiro qui sont complètement corrompus. Et par contre, là, effectivement, comme tu as dit à l'époque au Venezuela, où tu avais certains autres policiers qui vendaient carrément leurs armes, sauf que ce qu'il faut savoir, c'est par exemple dans les favelas de Rio de Janeiro, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays d'Amérique du Sud, encore moins au Venezuela, mais par exemple, pour nous en France, quand on voit des trafics de stupéfiants, etc., on a tendance, les médias français entendent dire « Ah, bah il y a eu des règlements de compte dans tel endroit de la France où ça a été fait avec Kalachnikov ». Effectivement, pour nous, ça choque, mais peut-être ce que n'ont pas conscience, en fait, les gens en France, c'est de se dire que, bah, par exemple, dans des pays comme le Brésil, et ben, par exemple, on voit des Kalachnikov tenus par des trafiquants de drogue, sauf que là-bas, parce qu'ici, nous, on considère comme des armes de guerre, concrètement, là-bas, c'est les armes du petit trafic, donc ils se trimballent avec des gros fusils d'assaut militaires, etc. Et que nous, oui, ça nous choque parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que oui, la police là-bas, enfin au Brésil, a beaucoup aidé à transporter ces armes. Parce que quand on voit des policiers, par exemple, qui font des opérations dans les favelas, qui saisissent ces fameuses armes, elles ne sont pas détruites en réalité. Il y a pas mal d'intérêts économiques privés qui sont derrière aussi. Je ne parle pas du lobbying des armes qui est inspiré totalement des États-Unis où là-bas, pour $500, tu peux avoir juste la version civile d'un M16 et que oui, tu vois des gamins de 13-14 ans tirer sur des gens. Hein et du coup, c'est peut-être ça aussi qu'il faut. Du coup, c'est peut-être l'avantage. Donc pour finir, c'est peut-être aussi là l'avantage du Venezuela, c'est qu'elle peut aussi transmettre ce mode de formation de ces agents de police-là, du coup, aux autres pays d'Amérique du Sud. Et étant donné les circonstances, je pense que ce ne serait pas une mauvaise chose, bien au contraire, ce serait une excellente chose. C'est bien que tu dis ça, et je pense que s'il n'y a plus de questions, moi je peux finir justement sur quelque chose qui va rentrer parfaitement dans ton développement. C'est que sur ce qu'on pourrait porter comme, non pas comme des leçons à donner à l'Amérique latine, mais plutôt comme des expériences qu'on a pu tester et qui ont marché, et le meilleur cadre pour le faire aujourd'hui, c'est dans le cadre de l'intégration régionale latine-américaine qu'on met en place et qui est complètement différente de celle qu'on avait l'habitude de vivre dans notre continent américain, parce que c'est un continent, ce n'est pas un pays, l'Amérique. Je pense notamment, maintenant que le Venezuela fait partie de Mercosur, comment au sein de cette union, enfin ce marché uni, on peut aussi diffuser en fait les avancées et puis surtout montrer, bon écoutez les gars, A plus B, ça a marché très bien en fonction de ce truc pour la santé. Ça vous dit? Alors appliquez-le. C'est peut-être beaucoup plus viable aussi à travers l'ALBA et peut-être aussi à travers la CELAC. Mais en tout cas, je tenais aussi à juste énoncer cette chose qui est très importante, c'est cette avancée énorme qui n'est vraiment pas anodine, qui est celle de l'intégration régionale. C'est celle qui traduit vraiment les pensées de toutes les grandes figures de l'indépendance latine-américaine et qui finalement arrive à se concrétiser aujourd'hui, à trouver une belle forme très intéressante de laquelle certaines formes d'intégration autres dans d'autres régions du monde pourraient peut-être prendre un peu... s'inspirer. Voilà, s'inspirer. Voilà.